La chaîne YouTube GeoHistory a réalisé une vidéo sur le conflit israélo-arabe et j'ai été vraiment déçu. Bien que la personne derrière la chaîne ne la présente pas comme une chaîne pro-palestinienne, il répète beaucoup de façons de penser pro-palestiniennes. Maintenant, je vais lui accorder un certain crédit. Presque tout ce qu'il dit est vrai, mais les demi-vérités sont parfois pires que les mensonges. Quoi qu'il en soit, j'ai pensé que cela offrait une bonne occasion de répondre sous la forme d'une vidéo historique couvrant le conflit depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Je suis sûr que cela vous donnera matière à réflexion. Alors, plongeons directement dedans. En France, Alfred Dreyfus, un capitaine juif, est faussement accusé d'avoir fourni des informations secrètes aux Allemands. L'affaire prend de l'ampleur alors que l'antisémitisme augmente dans le pays. En 1895, Dreyfus est publiquement dégradé à Paris. Parmi la foule se trouve Theodor Herzl, un journaliste juif autrichien. GeoHistory commence la section sur la naissance du mouvement sioniste avec l'histoire d'Alfred Dreyfus et de l'antisémitisme en France. Je débuterai par définir le sionisme. Le sionisme est le mouvement national des Juifs, et l'un de ses principaux objectifs était de créer une patrie pour les Juifs. Il est essentiel de mentionner que la fin du XIXe siècle a vu une montée des mouvements nationaux en général, ainsi que la chute des empires. En d'autres termes, les Juifs n'étaient pas les seuls à vouloir une terre qui leur appartienne. Herzl, le père du mouvement sioniste, n'a pas eu l'idée du sionisme à cause de l'antisémitisme en France. Il avait déjà eu cette idée lorsqu'il était étudiant à Vienne. Il a grandi en Hongrie, mais lorsqu'il étudiait à Vienne, qui était alors la capitale de l'Empire austro-hongrois, Herzl a été confronté à beaucoup d'antisémitisme de la part de ses camarades étudiants, ce qui l'a conduit à fonder le sionisme. Il a dit que si les étudiants dans la capitale d'un empire multiculturel étaient aussi antisémites, alors l'antisémitisme n'était pas une chose du passé de l'Église ou des paysans sans instruction. L'antisémitisme était aussi profondément ancré dans les universités et les nouvelles idéologies. Cela peut sembler être un détail, mais je pense que c'est important. Et le diable se cache dans les détails. Ce n'est pas l'antisémitisme en France qui a poussé Herzl à fonder le sionisme. C'était la prise de conscience que l'antisémitisme n'appartenait pas au passé, mais qu'il était là pour rester. Et donc, les Juifs avaient vraiment besoin d'une solution sous la forme d'un État, comme beaucoup d'autres nations. L'année suivante, ce dernier publie un livre dans lequel il unit les Juifs du monde entier en un seul peuple qui n'est pas assimilable et qui, pour échapper à la persécution, doit établir son propre État en Palestine ou en Argentine. En Palestine ou en Argentine. Herzl a effectivement envisagé l'Argentine, mais ce n'était que pour une courte période et uniquement pour résoudre le problème aigu des pogroms en Russie. Des millions de Juifs fuyaient l'antisémitisme meurtrier en Russie. Et Herzl s'est demandé: que pouvons-nous faire pour résoudre ce problème? Je mentionne cela parce qu'il est crucial de comprendre que Herzl est le père du sionisme moderne, de l'idée que les Juifs avaient besoin d'un État, mais les Juifs ont toujours considéré la terre d'Israël comme leur patrie. Et il y a toujours eu des aliotes, ce qui signifie monter vers la terre d'Israël. En 1882, des Juifs yéménites ont immigré en Israël. Les disciples du rabbin Agon de Vilna ont fait de même en 1808. Avant cela, il y avait les disciples du Baal Shem Tov. Des Juifs du monde entier continuaient à venir en Israël malgré les difficultés. Herzl n'a fait qu'ajouter la structure d'un État lorsque l'idée d'État-nation a commencé à se développer en Europe. Bien qu'ils soient minoritaires, les 80 000 Juifs vivant en Palestine se sont organisés. Ils créent un syndicat pour les travailleurs juifs, mettent en place la Haganah, un groupe armé d'autodéfense. Donc les Juifs ont juste formé un groupe d'autodéfense du jour au lendemain. Ici, GeoHistoire commence à ignorer les actions des Arabes de Palestine. Et il continue à faire cela jusqu'à la fin de la vidéo. Pourquoi les Juifs ont-ils créé la Haganah, ce qui signifie défense en hébreu? Parce qu'en 1920, il y a eu des émeutes violentes contre les Juifs. En 1920 et en 1921, des Arabes ont attaqué des Juifs. Des dizaines de Juifs ont été assassinés. Des femmes juives ont été violées.
et les Arabes ont brûlé et volé des biens juifs. En anglais, on les appelle les émeutes de Jaffa et les émeutes de Nebi Moussa. En 1929, il y a eu une nouvelle vague de pogroms, les pogroms les plus meurtriers contre les Juifs jusqu'alors, avec 133 personnes assassinées, la plupart à Hébron et à Jérusalem. J'ai cité ces lieux car ces communautés juives vivèrent en Israël depuis des siècles. La plupart d'entre eux n'étaient pas des sionistes européens. Bien des années avant l'occupation, avant les colonies et même avant l'État d'Israël, les Arabes assassinaient des Juifs de la manière la plus brutale qu'on puisse imaginer. Je ne le recommande pas, mais si vous doutez, cherchez sur Google le massacre d'Hébron 1929 et voyez les photos vous-même. Géohistoire nous dit que les Juifs ont migré vers la terre d'Israël, ce qui est vrai, et nous pouvons tous être d'accord là-dessus. Ce qu'il oublie de mentionner, c'est qu'il y a eu des vagues d'Arabes qui ont migré vers la terre d'Israël. Les Britanniques limitaient le nombre de Juifs autorisés à entrer, mais le nombre d'Arabes n'était pas limité. Les chiffres sont contestés, mais ils se comptent tant par centaines de milliers. Environ la moitié des habitants de Gaza aujourd'hui sont à l'origine venus d'Égypte, à un moment donné vers la fin du XIXe siècle et pendant la période du mandat britannique. Les noms de famille de nombreux Palestiniens de Gaza indiquent qu'ils viennent d'Égypte. La Palestine, c'est moitié égyptien, moitié saoudien. Ce sont les Palestiniens. Chez nous, il y a beaucoup de noms comme Esma el-Masri et leurs racines sont égyptiennes. Leurs racines sont égyptiennes. Et ce n'est pas seulement à Gaza. En 1949, Churchill a dit que ces 500 000 Arabes étaient venus pendant les 25 années d'administration britannique et qu'ils étaient un ajout à la population arabe, trouvant du travail grâce aux conditions que nous avions créées. Pourquoi tant d'Arabes ont-ils migré vers la région du mandat britannique ? Eh bien, vous connaissez la réponse. Pour les mêmes raisons que vous voyez aujourd'hui une immigration arabe massive vers l'Europe. Les Britanniques et les Juifs avaient développé la terre. Il y avait plus de prospérité. Les Juifs ont asséché les marais et ont réussi à vaincre le paludisme. De nombreux immigrants arabes sont venus chercher du travail et une vie meilleure. Géohistoire, comme tant d'autres, ne mentionne pas l'afflux massif d'Arabes. Craignant une invasion de la Palestine, la Haganah crée le Palmach, une unité d'élite entraînée pour la guerre. Finalement, les Allemands sont repoussés d'Égypte. Vers 1943, des informations sur le génocide des Juifs par l'Allemagne nazie commencent à circuler. David Ben Gourion, le président de l'agence juive, prépare un plan pour permettre l'immigration d'1 million de Juifs en Palestine. Ainsi, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs ont formé le Palmach et Ben Gourion a préparé un plan pour l'immigration juive. C'est vrai, mais qu'a fait la direction arabe pendant la Seconde Guerre mondiale ? Géohistoire ne nous en dit rien. Laissez-moi combler les lacunes. Le dirigeant des Arabes en Palestine, Haj Amin al-Husseini, a passé les années de guerre en Allemagne nazie, planifiant avec Hitler et d'autres hauts dignitaires nazis l'extermination des Juifs en terre d'Israël et dans les pays arabes. Il a aidé à recruter des musulmans pour la SS, il diffusait la propagande nazie en arabe pour le monde arabe. Il était l'une des forces derrière le Farhoud, les pogroms des Arabes contre les Juifs d'Irak. Géohistory évoque le voyage de quelques jours de Golda Meir aux États-Unis pour lever des fonds pour des armes, mais ne mentionne pas les années de lien entre les dirigeants arabes de Palestine et les nazis. Face à l'intransigeance britannique, le Palmach, l'Irgun et le Lehi, un nouveau groupe armé terroriste rêvant d'établir un État juif entre le Nil et l'Euphrate, organisent une campagne de sabotage et d'attentats contre les Britanniques. Le 22 juillet 1946 à Jérusalem, l'Irgun commet une attaque très meurtrière contre l'administration britannique. Après 14 minutes de vidéo, le mot « terroriste » est enfin évoqué. Mais qui sont-ils ? Le Lehi. Donc les Arabes tuant des Juifs en 1920, 1921, 1929 et de 1936 à 1939 n'étaient pas considérés comme terroristes. Mais le petit groupe juif qui visait principalement les forces britanniques, eux, c'étaient en des terroristes. Et bien sûr, l'attaque contre l'hôtel King David est mentionnée. Géohistoire suit un schéma.
Quand il mentionne les attaques arabes contre les Juifs, il ne donne jamais de nom à l'attaque. C'est mentionné en termes généraux. Mais quand les Juifs sont les attaquants, alors ce sont des terroristes. Il précise davantage. 2 remarques sur l'attentat à l'hôtel King David. Premièrement, à l'époque, c'était le quartier général de l'armée britannique, donc c'était une cible militaire. Et deuxièmement, l'Irgun ou l'Etzel, comme on dit en hébreu, a averti les Britanniques qu'ils allaient faire exploser le bâtiment. Mais le commandant britannique a dit qu'il ne prendrait pas d'ordre de la part des Juifs. Penses-tu que les Arabes aient jamais prévenu les Juifs avant de les attaquer? GeoHistory oublie aussi, d'une certaine manière, de dire que 260 Britanniques ont été tués par des Arabes pendant la révolte arabe de 1936 à 1939. Voyons maintenant ce que GeoHistory a à dire sur le plan de partage. Mais de l'autre côté, l'ensemble du monde arabe s'oppose à ce plan et à la création d'un État juif. Dans les grandes villes, la violence s'intensifie rapidement entre juifs et arabes et se transforme en guerre civile. La violence a vite empiré. Non, non, non. Si vous parlez à quelqu'un de la guerre de 1947-1948, assurez-vous qu'il comprenne bien les faits. L'Organisation des Nations Unies a proposé un plan de partage. Ni les Juifs ni les Arabes ne l'ont apprécié. Les Juifs s'étaient vu promettre l'ensemble du mandat et les Britanniques en ont donné 75% pour créer la Jordanie. Les Juifs étaient prêts à des compromis, tandis que les Arabes ont refusé la solution à 2 États et attaqué les Juifs, déclenchant une guerre. Tu ne dis pas que la violence a augmenté en 1939 entre l'Allemagne et la Pologne et qu'une guerre a commencé, n'est-ce pas? Il n'y a aucun doute là-dessus. Les Arabes ont rejeté le plan de partage et ont lancé une guerre, en commençant par tuer des civils juifs. Je continuerai à répéter cela dans chaque vidéo si nécessaire, car c'est un fait fondamental, que cela plaise ou non. Pour Ben Gourion, il y a urgence, et il lance un plan militaire visant à établir une continuité territoriale. L'idée est qu'aucun village situé derrière la ligne ne doit constituer une menace interne ou un point d'appui pour de futures armées arabes. Par conséquent, ils doivent être détruits, ou leur population expulsée, ou strictement contrôlée. Il y a encore aujourd'hui un débat pour savoir si ce plan est uniquement militaire ou s'il a pour but une épuration ethnique. Bien sûr, le plan d'Alet. Donc, GeoHistoire ne prend même pas la peine de mentionner tous les appels explicites venant des dirigeants arabes pour éliminer les Juifs. En voici quelques-uns que j'ai déjà mentionnés. D'ailleurs, jamais un dirigeant juif ne s'est présenté devant un public juif pour leur demander de tuer chaque arabe qu'il croise. La chose la plus proche que les pro-palestiniens aient c'est le plan d'Alet, qui était un plan militaire visant à s'assurer que les routes attaquées par les villages arabes ne soient même plus menacées. C'est le genre de choses que l'on fait lorsqu'on mène une guerre. Si l'autre camp essaie de vous anéantir, vous faites en sorte qu'il n'y parvienne pas. Vous faites tout ce que vous pouvez pour l'éviter. C'est la dynamique de la guerre. L'Irgun et le Lehi commettent alors un massacre à Deir Yassin, ce qui provoque la terreur parmi la population arabe et pousse beaucoup à fuir. Et Deir Yassin, bien sûr. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, alors allez la voir. Il y a un schéma que vous retrouverez dans toutes les vidéos pro-palestiniennes. Ils n'ont pas grand-chose à dire, alors ils répètent sans cesse les mêmes arguments. Irgun, Lehi, Hotel King David, plan Dalet, Deir Yassin. Alors que le pays continue d'importer des armes, notamment de l'armement lourd depuis la Tchécoslovaquie, avec le soutien de Moscou. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est la 3e fois que GeoHistoire dit que les Juifs importaient des armes. Je sais que beaucoup aiment l'image du Juif faible. J'aime plutôt l'image du Juif fort et intelligent, qui prévoit à l'avance et se prépare à se battre si nécessaire. Se procurer des armes est une décision sage si vous êtes entouré d'ennemis. À la fin du cessez-le-feu, en seulement 10 jours, les forces de défense israéliennes s'emparent des principales villes entre Tel Aviv et Jérusalem, expulsant les populations arabes vers l'est. Et comme prévu, expulsion. Les Juifs ont-ils expulsé certains Arabes ? Oui, je l'ai déjà dit et je le répète. Lors de la création des États-nations en Europe de l'Est, dans les Balkans et en Asie, des dizaines de millions de personnes ont été expulsées. Les Arabes de Palestine ont déclenché une guerre pour éliminer les Juifs,
et ils ont perdu. Certains se sont enfuis et d'autres ont été expulsés. Mais voici un fait intéressant que Géohistoire a oublié de mentionner. Combien d'Arabes n'ont pas été expulsés et sont restés en Israël? 160 000. Et combien de Juifs n'ont pas été expulsés des territoires arabes? 0. Pas un seul Juif n'a survécu dans les territoires arabes qui ont été conquis par l'Égypte et la Jordanie. Encore une fois, il est trompeur d'omettre un fait comme celui-ci. Environ 700 000 Arabes ont été déplacés ou ont fui la guerre et sont maintenant réfugiés dans des camps à Gaza. Le pays s'ouvre à l'immigration juive, notamment en provenance du Yémen et de l'Irak, où d'anciennes communautés juives sont ciblées. En seulement 3 ans, la population d'Israël double pour atteindre environ 1,4 million de personnes. Dans tous les pays arabes, les Juifs subissaient toujours des pogroms, des persécutions et des discriminations. Contrairement aux Arabes de Palestine qui ont déclenché une guerre et l'ont perdue, les Juifs des pays musulmans n'ont jamais fait de mal à leurs voisins musulmans, mais ont tout de même dû endurer la violence musulmane. Lorsqu'ils ont immigré en Israël, ils ont dû laisser tous leurs biens derrière eux, tout comme les Juifs qui ont fui l'Allemagne nazie. Israël doit rendre le Sinaï à l'Égypte, mais gagne une alliance importante avec la France, qui fournit des armes. Donc les Israéliens achètent des armes à la France. Pas un mot sur l'énorme accord d'armement égypto-tchécoslovaque qui a été signé 1 an plus tôt. Ceci a été un tournant majeur dans le conflit israélo-arabe, car les Soviétiques ont commencé à vendre des armes aux Arabes, une relation qui continue encore aujourd'hui. C'est vraiment pathétique. À chaque fois que les Juifs achètent des armes, Geohistory le mentionne. Mais quand les Arabes achètent des armes, rien. En 1964, la Ligue arabe unit les principaux groupes palestiniens pour former l'Organisation de libération de la Palestine, ou Organisation de libération de la Palestine. Elle commence une lutte armée contre Israël par le biais d'attentats terroristes. C'est ici que Géohistoire finit par avoir raison sur un point. Je tiens à souligner que l'Organisation de libération de la Palestine a été créée en 1964, donc avant la guerre des 6 jours, avant l'occupation et avant les colonies. Quand ils parlent de libération, ils veulent dire la destruction d'Israël. C'est écrit clairement sur leur emblème. Yasser Arafat, le nouveau chef fort de l'Organisation de libération de la Palestine, se réfugie en Jordanie, où il intensifie les attaques contre Israël. Il gagne en puissance et tente même de renverser le roi de Jordanie, mais sans succès. Ce dernier attaque alors les Palestiniens dans le pays. Yasser Arafat s'enfuit alors au Liban, où il poursuit la lutte armée contre Israël, y compris des attentats terroristes dans le monde entier. En 1972, lors des Jeux olympiques de Munich, un commando palestinien prend en otage la délégation israélienne et tue 11 athlètes. 2 points intéressants à mentionner. La première, c'est que Yasser Arafat, le dirigeant palestinien natif né en Égypte, et ces Palestiniens essaient de renverser la Jordanie, puis ils tentent de faire la même chose au Liban. Vous avez probablement entendu que le Liban est actuellement en crise. Je trouve intéressant que personne ne parle du fait que la crise au Liban, qui était la perle arabe du Moyen-Orient, a été causée par les Palestiniens et par le Hezbollah. Israël et le Liban n'ont presque aucun différend territorial. Il pourrait y avoir la paix entre ces 2 pays. Mais à cause de cette haine arabo-musulmane envers Israël, initiée par Arafat et les Palestiniens ainsi que par le Hezbollah, le Liban est en train de sombrer rapidement. Et hurrah! Après 23 minutes, Géohistoire mentionne un attentat terroriste, spécifique contre Israël, le massacre des Israéliens aux Jeux olympiques. Le 6 octobre 1973, l'Égypte et la Syrie lancent une attaque surprise contre Israël dans le but de récupérer le Sinaï et le plateau du Golan. Au début, Israël est en position de faiblesse, mais parvient en une semaine à reprendre l'avantage, notamment grâce au soutien des États-Unis, qui envoient des armes par un pont aérien. Les Égyptiens et les Syriens n'ont jamais dit qu'ils voulaient récupérer leur territoire. Ils ont dit qu'ils voulaient éliminer Israël. Encore une fois, Géohistoire, peux-tu expliquer ton obsession pour les armes à Israël ?
Pourquoi ne dis-tu pas un mot sur toutes les armes soviétiques que l'Union des républiques socialistes soviétiques déversait dans les pays arabes? Avec la frontière sud sécurisée, Israël se concentre maintenant sur le Liban, où l'instabilité politique a profité à l'Organisation de libération de la Palestine, qui continue ses attaques contre Israël. C'est l'une des phrases les plus méchantes que Géohistoire prononce dans toute la vidéo, comme si Israël était celui qui voulait se battre. Analysons certaines des attaques terroristes que les Palestiniens ont lancées depuis le sud du Liban. Le massacre de Maalot, au cours duquel des Palestiniens ont massacré 30 enfants israéliens âgés de 14 à 16 ans, ou l'attentat contre le bus scolaire d'Avivim, où 9 enfants d'âge scolaire ont été assassinés, ou encore le massacre de la route de la Costa, lors duquel des Palestiniens ont tué 35 Israéliens, dont 9 enfants, ou l'attaque de l'hôtel Savoy, pour n'en citer que quelques-uns. Et en plus de cela, les Palestiniens ont détourné des avions et tiré des centaines de roquettes du Liban vers Israël. Yasser Arafat adoucit sa politique. À Alger, il proclame l'État de Palestine, reconnaît Israël et renonce à toutes les formes de terrorisme contre celui-ci. En moins d'un an, 87 pays reconnaissent la Palestine. Des réunions initiales ont alors lieu et aboutissent en 1993 à la signature d'un premier accord historique entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien. Donc les Israéliens ont toujours été prêts à faire des compromis. La déclaration d'indépendance affirme que les Israéliens veulent la paix. Cela n'est pas mentionné dans la vidéo de Géohistoire. Cependant, il mentionne la seule fois où Yasser Arafat a reconnu Israël. Et ensuite, il omet d'une manière ou d'une autre de mentionner qu'Arafat a déclaré que les accords d'Oslo étaient comme le traité de Houdaïbia, qui était un traité de paix temporaire que le prophète Mahomet avait signé avec les habitants de la Mecque, ce qui signifie qu'Arafat considérait l'accord d'Oslo comme un accord temporaire jusqu'à ce que les Palestiniens soient assez forts pour conquérir Israël. Je suppose que vous voyez maintenant le schéma dans la mémoire sélective de Geohistory, ou peut-être devrais-je l'appeler la présentation sélective des faits. C'était ce que je voulais dire au début quand j'ai dit que les demi-vérités sont parfois pires que les mensonges. Aujourd'hui, plus que jamais, le conflit israélo-palestinien semble sans issue. Je peux être d'accord avec ça. Cependant, Géohistoire affirme que les problèmes sont Jérusalem, les réfugiés, les colonies et tout cela, et je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Et voici pourquoi. Si la réalité était que avant 1948 tout avait été paisible, alors je dirais que vous auriez raison. Mais comme cela a déjà été dit dans cette vidéo, les Arabes ont attaqué les Juifs, y compris les Juifs sionistes non européens, dans les années 1920 et 1930. Si la réalité était qu'avant la guerre des 6 jours tout avait été paisible, mais qu'après les colonies en Cisjordanie, les Palestiniens ont commencé à devenir violents, je serais d'accord. Mais ils utilisaient déjà la violence avant les colonies. Le conflit est sans résolution, non pas à cause des réfugiés ou de l'occupation. Cela reste un problème à cause d'une seule chose. Les Arabes ne sont pas prêts à accepter la souveraineté juive sous quelque forme que ce soit. C'était vrai dans les années 1920, c'était vrai dans les années 1940, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Au cours des derniers mois, j'ai réalisé des vidéos sur beaucoup de sujets dont j'ai parlé aujourd'hui. L'une des vidéos sur lesquelles je travaille porte sur la connexion entre les nazis et les Arabes, un sujet dont je n'ai pas beaucoup parlé et qui mérite une vidéo à part entière. Si vous jugez cela important, merci de soutenir mon travail. Merci à tous mes soutiens, c'est grâce à vous que je continue. Veuillez partager cette vidéo avec les personnes qui ont besoin de la voir. À la semaine prochaine. Yalla Baya.